pouvoir répondre à cette invitation d'Emmanuel et de Fabien, qui sont à l'initiative de ce très beau projet Lumière. Et puis très heureux de retrouver Lily, parce que je la disais tout à l'heure, ça fait 7 ans qu'on n'a pas parlé ensemble. Quand on faisait les Racines du ciel sur France Culture, on avait le bonheur d'échanger comme ça pour les auditeurs, et ça s'est arrêté en 2014, donc ça fait 7 ans. Donc ce sont des belles retrouvailles. Et puis je suis heureux d'être au lycée Henri IV, et c'est une de mes motivations, c'était aussi de venir ici, puisque je savais que ce serait la seule occasion, n'ayant plus l'âge d'être étudiant, de pouvoir visiter ce lieu magnifique. Donc vous avez bien de la chance d'être là. Pour d'autres raisons aussi, je crois que le niveau est assez bon, parce que je vais mentir. Mais disons que c'est bien d'être dans un lieu historique comme ça, en tout cas c'est une belle expérience. Alors pour vous parler très rapidement de la croissance de l'être et de la lumière de l'esprit, en fait je vais vous parler des deux auteurs. Je pensais surtout vous parler de Spinoza, mais je vais commencer par un autre auteur qui est psychologue, qui s'appelle Jung. Vous le connaissez, ça vous dit quelque chose ou pas? Non? Alors Jung, c'est un grand psychologue, spécialiste de la psychologie des profondeurs, qui a vécu au XXe siècle. C'est le principal, en fait, c'était potentiellement le successeur de Freud. Donc il a rencontré Freud au début du XXe siècle. Il y a eu vraiment un coup de foudre entre eux. Et au bout de 5 ans, en fait, Jung a rompu avec Freud. Parce que Freud voulait faire de la libido, c'est-à-dire de l'énergie sexuelle, un peu le fondement de toute la psychanalyse, en disant c'est la libido, c'est l'énergie sexuelle qui est le moteur de l'être humain. Toute la croissance de son être vient de la libido. Et tous ses désirs, toutes ses motivations viennent de la libido. Et Jung n'était pas d'accord avec ça. Il disait qu'il y a une autre dimension dans l'homme. L'homme est attiré par le sacré. Il a besoin de se dépasser. Et ce n'est pas la libido qui est à l'origine de ça. Donc il y a d'autres désirs dans l'être humain qui viennent d'une autre part de lui, qui est l'esprit, qu'il appellera ensuite le soi, avec un S majuscule, c'est-à-dire le centre de son être, qui est une zone lumineuse. Et l'être humain est attiré par cette zone lumineuse qui le fait grandir. Et donc il y a une croissance de son être. Et il va inventer une expression pour expliquer comment on va passer de l'inconscient. Donc il est tout à fait d'accord avec Freud sur l'inconscient. C'est-à-dire qu'il partage avec Freud l'idée que nous sommes très conditionnés, pas totalement déterminés, mais très conditionnés par notre inconscient. Et que tant que nous n'avons pas fait un travail sur nous-mêmes, de prise de conscience, en fait nous sommes mus par notre inconscient, par des désirs inconscients, des affects inconscients, des pensées que nous avons reçues dans notre famille, des a priori, des préjugés culturels, etc. Et donc l'être humain n'est pas libre. Il peut le devenir par un travail de conscientisation. Sauf que pour Jung, et c'est là que la grande différence avec Freud, c'est que ce travail de conscientisation n'est pas, encore une fois, uniquement fait par des pulsions inconscientes, qui sont liées à la libido et qui ensuite deviennent conscientes, et il est fait par l'esprit, qui nous permet de grandir et de mettre à jour notre inconscient. C'est-à-dire qu'on passe de l'inconscient à une lumière de plus en plus grande qu'apporte la conscience, qui nous permet d'être pleinement nous-mêmes. Et c'est l'idée qu'au départ, nous sommes un peu un chaos, on ne se connaît pas, on est mu par un tas de choses qui nous dépassent, et progressivement, on devient nous-mêmes, on devient soi. Et ce travail, il appelle le processus d'individuation. L'individu devient lui-même comme individu, par la lumière de l'esprit. Et ce processus d'individuation, c'est à la fois une mise à jour de l'inconscient, donc c'est la conscientisation de ce que nous sommes, de ce qui nous meut, c'est un travail d'introspection, c'est une connaissance de soi. Vous savez, tout part de Socrate, comme on dit, connais-toi toi-même, c'est la base de tout. C'est-à-dire, c'est la connaissance de soi qui permet de ne plus être mu par un tas de choses qui ne nous appartiennent pas. Et par exemple, si vous êtes ici dans une super institution scolaire, peut-être c'est que vos parents vous ont dit, toi, je voudrais que tu sois médecin, avocat, etc. Bon, mais à un moment donné, il faut vous poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment? Qui je suis et vers quoi je vais? Qu'est-ce qui pourra me rendre le plus heureux, m'épanouir, me permettre d'être le plus moi-même? Et cette question-là, c'est ce que Jung appelle l'individuation. Il nous dit à un moment donné, l'individu se pose ces questions essentielles. Qui je suis? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui peut m'épanouir le plus? Est-ce que j'ai une mission sur Terre, quelque chose que j'ai envie de faire? Je sens que c'est vraiment le sens de mon existence. Et ça, ça commence dans l'adolescence et puis ça peut continuer plus tard. Et souvent, ça a lieu dans le milieu de la vie. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont été pris par le milieu familial, les études, le boulot, la famille, les enfants. Puis ils arrivent à 40 ans et se disent, mais au fond, qui je suis? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Comment m'épanouir encore plus et grandir encore plus? Et c'est pour ça qu'il y a souvent des ruptures de vie en milieu de vie, parce que c'est le processus d'individuation qui s'accélère. Et à ce moment-là, le but, c'est de devenir pleinement soi-même. Et dans ce processus d'individuation,
il y a une étape très importante qui est ce que Jung appelle la traversée de l'ombre. C'est-à-dire que nous avons tous une ombre. L'ombre, c'est ce qu'on ne veut pas voir. L'ombre, c'est ce qui nous dérange le plus. L'ombre, ce sont les pires pulsions qu'on ait. Ce sont les souterrains, si vous voulez, de notre psyché. Et on peut avoir des pulsions de meurtre, on peut avoir des choses inavouables et que ça ne peut même pas soi-même d'ailleurs. Et Jung nous dit qu'il ne peut pas y avoir de processus d'individuation réussi tant qu'on n'a pas traversé son ombre. C'est-à-dire qu'on n'a pas conscientisé son ombre, qu'on n'a pas mis à jour par la lumière de l'esprit cette cave souterraine. Donc il faut aller à un moment donné dans sa vie, il faut prendre sa lanterne, il faut aller dans la cave de notre psyché pour voir ce qu'il y a. Et c'est là qu'on va pouvoir de plus en plus être libre, être nous-mêmes, et du coup se libérer de pulsions qui peuvent être extrêmement enfouies et se réveiller à n'importe quel moment. Vous avez des gens, il y a 70 ans, ils vont commettre un meurtre, ils vont tomber en dépression, ils vont vivre un choc psychologique très violent, parce qu'ils n'ont pas traversé leur monde. Ils ne connaissent pas les souterrains de leur être. Et donc il faut à un moment donné y apporter la lumière pour simplement accepter que ce soit là. Et à partir du moment où on sait que c'est là, on peut le sublimer. Et là, on revient dans l'idée de sublimation freudienne, c'est qu'on peut dépasser des pulsions qui sont extrêmement destructrices, qu'on a tous à un niveau ou un autre. Hein. C'est pas tous, on n'est pas tous en puissance des criminels, mais on a quand même des choses qu'on enfouit. Et donc, voilà, ça c'est l'idée que l'esprit nous guide vers une lumière de plus en plus grande. À travers la lumière de l'esprit, on va vers une lumière de plus en plus grande qui nous permet d'éclairer tous les sous-bassements de notre être pour être pleinement soi-même. Et à ce moment-là, on est totalement en harmonie avec nous-mêmes, avec les autres, avec le monde. Cette idée-là, elle existe déjà depuis plusieurs siècles. C'est un autre grand génie, hein, pour moi ce sont deux génies absolus, c'est Spinoza. Et Spinoza, c'est un philosophe qui a vécu au XVIIe siècle. XVIIe siècle, c'est juste après la carte. Et Spinoza va inventer une philosophie qu'il va appeler l'éthique, c'est-à-dire comment guider sa vie, l'éthique. Moi, je trouve ça incroyable qu'il ait pu, avec les moyens qu'il avait à l'époque, les connaissances qu'il avait à l'époque, inventer cette philosophie qui est d'une puissance absolument incroyable. Et Spinoza nous dit, tout être vivant fait un effort pour persévérer dans son être et pour grandir. Ce qu'on va appeler conatus, parce qu'en latin, faire un effort, c'est conatus. Il est poussé vers, donc il y a une sorte de croissance naturelle de l'être. C'est naturel. Pour lui, tout être vivant, cette croissance de l'être, pour encore une fois se préserver dans son être, donc pour chercher la sécurité, et en même temps grandir. Et il nous dit, il y a deux sentiments fondamentaux qui accompagnent le vivant, c'est la joie et la tristesse. La joie, c'est chaque fois qu'il grandit, chaque fois qu'il progresse, chaque fois qu'il arrive à croître, chaque fois qu'il augmente sa puissance vitale, chaque fois qu'il augmente sa puissance d'agir, il est dans la joie. Et chaque fois qu'il diminue, chaque fois qu'il rencontre un obstacle qui l'empêche de s'accomplir, il est dans la tristesse. Alors ce n'est pas des joies et des tristesses comme on a une grande joie d'un coup parce qu'on apprend qu'on a réussi son examen, ou on a une grosse tristesse parce qu'on a perdu un être proche. C'est pas ça. C'est une joie quasi permanente. C'est une tristesse quasi permanente. Ce n'est pas des émotions de joie et de tristesse, c'est des sentiments. C'est-à-dire c'est durable. Et quand on est durablement dans un sentiment de tristesse, c'est quelque chose qui ne va pas dans notre vie. C'est qu'on n'est pas dans notre voie, on n'est pas dans notre chemin, on ne peut pas s'épanouir des là on rend joyeux. C'est-à-dire que quand on n'a pas pu aller vers un chemin d'individuation, il y a une tristesse permanente en nous. Alors qu'il n'est pas forcément, on n'est pas triste, on ne pleure pas toute la journée, mais il y a quelque chose en nous qui ne s'épanouit pas. Il y a quelque chose en nous, un fond de tristesse. Et ça peut être une forme de dépression. Et puis au contraire, si on est dans son chemin, qu'on progresse, qu'on réussit ce qu'on veut, qu'on s'accomplit, il y a une joie de plus en plus permanente en nous. Il y a quelque chose qui vibre, qui nous met dans un enthousiasme parce qu'on est dans sa voie, on est dans son chemin, on fait ce qui est bon pour nous et on grandit. Et c'est pour ça qu'il y a une très grande parenté entre Spinoza et Jung. C'est la lumière de l'esprit va nous aider à aller de plus en plus vers la croissance de notre être. Et pour Spinoza, c'est le travail de la raison qui va permettre de faire ce processus vers la joie permanente. Et parce qu'il nous dit que le terme de sa philosophie, si on le met en œuvre, c'est ce qu'il appelle la béatitude, mot religieux, qui veut dire le bonheur suprême, absolu, mais pour lui, ça se fait par la raison. Et Spinoza n'est pas religieux. Spinoza va rompre avec la religion. Il est juif, il va être banni de la communauté juive, de manière terrible, hein, par un acte de bannissement définitif. Il est maudit par sa communauté, il n'a plus le droit de voir sa famille, ses amis.
Et du coup, il va être solitaire très jeune, à l'âge de 23 ans, et c'est dans la philosophie qu'il va trouver, entre guillemets, le salut. Et c'est par la raison, par la réflexion, par l'introspection, qu'il va découvrir une voie, nous dit-il, qui va le mettre dans une joie permanente. Cette voie, il va l'appeler l'éthique, et ça va donner naissance à un ouvrage qui est tout ce processus qu'il raconte, que je vous invite à lire un jour, parce que pour moi c'est le plus grand ouvrage de l'histoire de la philosophie. Par contre, personnellement, j'ai dû lire une vingtaine de fois avant de commencer à comprendre quelque chose. Donc il faut être patient, persévérant, c'est un langage difficile, c'est extrêmement condensé, mais ça mérite de s'y replonger, puis ça devient de plus en plus lumineux. Et donc, dans l'éthique, Spinoza va nous parler beaucoup des émotions, beaucoup des passions, beaucoup des désirs, des pulsions, parce qu'il nous dit, 3 siècles et demi avant Freud, que nous ne naissons pas libres. Nous sommes esclaves de nos affects. Nous sommes esclaves de nos émotions. Il ne dit pas le mot inconscient, mais il est sous-entendu. C'est-à-dire que nous ne savons pas que nous sommes prisonniers de nos désirs, de nos émotions, de nos pulsions, etc. Et en fait, il faut progressivement éclairer par la raison, donc la lumière de la raison, ce qu'on dira après le siècle des Lumières, c'est la lumière de la raison. Par la lumière de la raison, il faut éclairer à la fois nos affects, c'est-à-dire tout ce que je viens de dire, pulsions, émotions, etc. Et il faut éclairer aussi nos idées. Parce que dans nos idées, il y a des idées adéquates qui sont justes et des idées qui sont inadéquates, qui sont fausses. Nous avons des idées fausses, des idées erronées, qui sont liées à des croyances que nous avons reçues, à notre imagination, à des opinions. Enfin, on est dans un monde dans lequel il y a des opinions. Plein de gens pensent que, mais ça n'a pas été vérifié. Et donc, nous sommes enveloppés d'imagination, d'opinions, d'idées erronées, de croyances, qui en fait nous maintiennent prisonniers de cette obscurité, de l'ignorance. Et donc il faut passer de l'obscurité de l'ignorance à la lumière de la connaissance. Et cette lumière de la connaissance est tout un processus rationnel d'observation de soi, de connaissance, de culture, de réflexion, qui va nous permettre progressivement de développer ce qu'il appelle des idées adéquates, des idées justes. Et c'est parce que nous aurons de plus en plus d'idées adéquates que nous pourrons de plus en plus éclairer nos affects, nos désirs et les comprendre. Et se dire, ben tiens, je désire telle chose ou telle personne, parce qu'en fait, je vous dis n'importe quoi, mon père est banquier, il veut que je sois banquier, et puis c'est pas juste pour moi, parce que moi j'ai envie d'être pianiste. Et ça, c'est une idée inadéquate qu'on avait, parce que, et je comprends, j'ai envie d'être pianiste, et du coup, j'ai une idée adéquate, et je m'épanouis. Et du coup, il y a une joie qui vient, qui accompagne cette idée adéquate. Parce que pour Spinoza, il y a toujours une émotion qui accompagne une idée, et réciproquement. Idée et émotion vont ensemble. Et donc, plus nous avons des idées adéquates, plus nous avons de tristesse, plus nous avons des idées adéquates, plus nous avons des joies. Et tout le travail, c'est la lumière de l'esprit qui nous conduit vers de plus en plus d'idées adéquates. Alors, il y a la raison qui fait ce travail, il y a aussi l'intuition. Spinoza est le grand philosophe de l'intuition. Et il nous dit à la fois la raison est une lumière qui nous permet de progresser par l'observation, la comparaison, le raisonnement, etc. Mais il y a aussi des choses qu'on ne peut pas découvrir qu'avec la raison. Et donc, l'intuition, c'est une connaissance immédiate des principes sans avoir fait tout le cheminement rationnel. Et donc nous avons des fois des intuitions fulgurantes qui nous indiquent la direction à prendre. Et ça vient de notre esprit. Sauf qu'il nous dit, souvent nous confrontons nos intuitions avec nos désirs. Oh, j'ai l'intuition que je dois faire telle chose parce que j'ai envie de le faire. Et donc il faut que la raison commence par déblayer le terrain. Et plus la raison aura éclairé nos affects, nos idées, etc., plus nous aurons d'idées adéquates, plus notre intuition pourra se développer de manière juste. Donc raison et intuition vont de pair. Il faut développer la raison et l'intuition sur les deux grandes lumières de l'esprit qui nous permettent de passer de l'ignorance à la connaissance et de la tristesse à la joie. Voilà. Donc en quelques mots, comment l'être humain peut faire ce travail vers la lumière qui fait qu'il y a une croissance de son être et l'incarnation de la lumière pour Spinoza, c'est la joie.